Bonjour et bienvenue à ce 5e cours, cours auquel nous aborderons la question israélo-arabe aux Nations Unies pendant la guerre froide. Avant d'aborder ce point, je voulais revenir aux années 70, puisqu'on avait fini la dernière fois sur la montée d'Yasser Arafat et de l'OLP. Donc je voulais juste faire un petit point sur l'OLP dans les années 70 avant de vous parler de donc cette fameuse question israélo-arabe aux Nations Unies. Alors après septembre noir en 1970, donc Yasser Arafat, qui est le leader de l'OLP, trouve refuge au Liban, où il mène des actions terroristes contre la population libanaise et israélienne. Avec le commandant en chef de l'armée libanaise, il faut dire qu'il avait signé en novembre 69 les accords du Caire qui octroient en fait aux civils palestiniens un statut officiel sur le sol libanais. Et c'est sur la base de cet accord que l'OLP s'organise donc progressivement dans le sud du Liban. La conséquence de cet accord, en fait, c'est que le Liban, qui n'était jamais entré en guerre contre Israël depuis 1948, va permettre paradoxalement à l'OLP, qui est pour le coup une organisation ouvertement en guerre contre Israël à cette époque, de se réfugier sur son territoire. L'ambassadeur libanais aux Nations Unies, qui s'appelle Édouard Gora, a d'ailleurs déclaré devant l'Assemblée générale le 14 octobre 1976, je vous donne donc sa citation, « Des éléments palestiniens appartenant à différentes organisations se livrent au kidnapping de Libanais et quelquefois d'étrangers qu'ils gardent prisonniers, interrogent, torturent et parfois tuent. » Donc on voit que ces années 70 sont particulièrement sanglantes. L'OLP va d'ailleurs tuer près de 850 Libanais lors des conquêtes des villes de Damour et de Jiyeh. Et donc pour mettre un terme à ce terrorisme palestinien qu'il subit par la même occasion, eh bien l'État d'Israël va déclencher en juin 82 l'invasion du Liban. Donc invasion pour stopper l'OLP qui opère depuis le Liban. En septembre 82, des milices phalangistes chrétiennes et l'armée israélienne vont localiser des groupes terroristes dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et de Shatila, où environ 200 mercenaires trouvent refuge. Les phalangistes vont entrer dans ces camps sans être empêchés par l'armée israélienne, et des centaines de réfugiés vont être tués. Le bras droit d'Eli Okeba, qui est d'ailleurs commandant des forces libanaises, il se prénomme Robert Maroun Hatem, a écrit sur le sujet, et je vais vous lire un passage qu'il a rédigé. « Les ordres de Sharon étaient stricts, aucun débordement, aucune action excessive. Les forces libanaises devaient agir en coordination avec le commandant israélien et se comporter dignement en armée régulière. Leur mission était de faire peur aux Palestiniens pour qu'ils sortent des camps. Les terroristes et agents de l'OLP cachés depuis août devaient être livrés vivants à l'armée israélienne. Et les civils seraient expulsés de la capitale. Eli Obeka avait donné des instructions tout à fait opposées. Extermination totale, camps rasés. Gommer les camps, tels étaient ses mots d'ordre. » Alors voilà, donc c'est l'explication donnée par le commandant des forces libanaises sur le massacre des camps de Sabra et Shatila. Bien sûr, ça reste indéfendable, ce qui s'est passé était terrible, mais la conséquence de ce massacre, eh bien, c'est que les massacres, pour le coup, commis par les Palestiniens ont soudainement été blanchis par ceux commis à Sabra et Shatila. Alors la question, c'est pourquoi admettons ou pourquoi passe-t-on sous silence les massacres commis par les Palestiniens depuis 1975 quand on révèle et quand on condamne ceux commis par d'autres. Quoi qu'il en soit, l'opération militaire va se solder par la démission
d'Ariel Sharon, qui est à cette époque ministre de la Défense. Et en septembre 83, eh bien, le Menahem Begin, qui est Premier ministre, prend aussi la décision de démissionner et il sera remplacé par Yitzhak Shamir, qui est l'artisan des négociations menées avec le Liban pour aboutir à un accord libano-israélien qui est signé en mai 83. La signature de cet accord libano-israélien va provoquer la fuite de Yasser Arafat grâce au concours à l'aide déterminante de la France. Côté Jordanie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le roi Hussein va décider de se retirer administrativement de la Cisjordanie, territoire qui est occupé militairement par Israël depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours. Pourquoi? Eh bien, le 19 février 86, Hussein avait fait part de son impossibilité à élaborer une stratégie de paix avec l'OLP, avec Yasser Arafat. Yasser Arafat était, selon le roi jordanien, indigne de confiance. En mars 86, lors d'une rencontre en France avec Yitzhak Rabin, qui est donc ministre, le roi Hussein affirme vouloir prendre les dispositions pour freiner les activités terroristes de l'OLP faites à partir de la Jordanie contre Israël. En échange, il souhaite l'aide israélienne pour renforcer les liens économiques et institutionnels entre Cisjordanie et Jordanie. À son retour en Jordanie, avec l'accord des Israéliens, eh bien, le roi Hussein va ordonner la fermeture des bureaux de l'OLP à Amman. Et il va également ordonner l'expulsion du bras droit d'Arafat, qui est Khalil al-Wazir. Conséquence aussi de cette politique, c'est que le 9 décembre 87, eh bien, à la suite d'un accident de la circulation, la première intifada, la révolte palestinienne, est déclenchée. Et elle va bien sûr largement contribuer au retrait de Cisjordanie du roi Hussein. Lors de ces révoltes, eh bien, les Palestiniens vont manifester leur volonté d'établir un État palestinien indépendant. Et cet événement amène les Israéliens progressivement eh bien, à tenter de négocier avec l'OLP. Quant au roi Hussein, eh bien lui, pour sa part, lui qui a tenté d'unir la Cisjordanie à la Jordanie, va conclure que la Jordanie eh bien, n'est pas la Palestine et qu'il revient aux Palestiniens donc de traiter directement avec les Israéliens. Il va rompre les liens administratifs avec la Cisjordanie le 31 juillet 88. Et peu de temps après, au mois de novembre, Arafat va proclamer à Alger la naissance de l'État palestinien. Une centaine de pays le reconnaîtront au cours des années 90. La question qu'on peut se poser, c'est comment l'OLP, finalement, qui n'a jamais fonctionné comme un gouvernement choisi par les Arabes de Palestine, pouvait-elle prétendre agir effectivement sur un territoire occupé par Israël et la Jordanie. Ce qu'on peut en déduire, c'est que la proclamation de Yasser Arafat, finalement, était destinée à faire entrer l'OLP dans le cercle diplomatique américain, puisqu'aucun contact officiel direct avec les États-Unis n'existait encore. Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, souhaitait en fin de compte dépasser le cadre politique arabe et européen. Il voulait vraiment toucher les États-Unis. Sa proclamation à Alger lui permet d'arriver à ses fins et d'entrer en relation avec l'ambassadeur américain posté à Tunis au printemps 89. Et par la suite, au printemps 89, eh bien, Yasser Arafat va déclarer caduque une partie de la charte palestinienne de 68. Alors, ce revirement politique doit être analysé, d'après Antoine Sfer et Christian Chesneau, à la lumière de la montée
du Hamas dans les territoires palestiniens, qui empêchait finalement l'OLP de devenir un acteur incontournable, un acteur politique incontournable. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le Hamas, qui s'inscrit vraiment dans le courant intégriste des frères musulmans, a été plus ou moins à cette époque favorisé, si on peut dire, par les Israéliens à la fin des années 80, car à ce moment-là, le principal ennemi d'Israël s'incarnait plus en la personne de Yasser Arafat. Aussi, pour briser l'influence de l'OLP dans les territoires palestiniens, eh bien Israël s'est moins intéressé aux actions menées par le Hamas, qui est en plein essor, qu'à celles qui étaient menées par Yasser Arafat. C'est par la suite que les Israéliens vont changer leur stratégie vis-à-vis de l'OLP lorsqu'ils vont vraiment voir à quel point Arafat a constitué un interlocuteur indispensable. Alors, voyons maintenant la question israélo-arabe aux Nations Unies pendant la guerre froide. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que les Nations Unies ne sont pas au-dessus des rapports interétatiques. Elles constituent une arène au sein de laquelle les intérêts stratégiques des États s'affrontent. En raison de leur composition et des pouvoirs qui leur sont conférés par la Charte des Nations Unies, eh bien, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas abordé de la même façon la question israélo-arabe. Depuis l'adoption de la résolution 181 par l'Assemblée générale, on l'a évoqué, elle est née en 1947, eh bien la question israélo-arabe a bien sûr suscité un fort engouement aux Nations Unies, notamment au sein du Conseil de sécurité et de l'ancienne Commission des droits de l'homme, commission qui a existé de 1946 à 2006. Différents programmes, différents comités ont été créés par l'Assemblée générale pour tenter de résoudre ou en tout cas pour essayer d'atténuer ce conflit au Proche-Orient. Par exemple, on peut citer le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce comité a été créé par la résolution 3376 en novembre 1975. Donc ce comité était destiné pour que les Palestiniens exercent leur droit à l'autodétermination. On a également le service spécial des droits des Palestiniens qui a été créé par la résolution 3240B de l'Assemblée générale en décembre 1977. Alors ça, c'était pour que les Palestiniens diffusent des renseignements sur leurs droits. Cet organe a été rebaptisé la division des droits des Palestiniens. Mais il y a une institution qui est vraiment très médiatique et qui est la plus importante, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, la fameuse UNRWA, qui a été fondée le 8 décembre 1949 par la résolution 302 de l'Assemblée générale. On va en dire un mot sur cette institution parce qu'elle a vraiment suscité beaucoup de débats. Voilà d'ailleurs ce qu'en pense le conseiller juridique auprès de l'UNRWA, Michael Hardy. Pour lui, cette institution donc, a la mission de porter assistance aux réfugiés qui avaient quitté la Palestine en 1948. Elle a été consacrée à un groupe spécifique de réfugiés, ceux donc, qui avaient quitté la Palestine. Pour autant, le mandat de l'UNRWA a été renouvelé jusqu'à aujourd'hui. Cet organisme constitue la plus grande agence des Nations Unies. Près de 25 000 personnes, dont 99% sont des réfugiés palestiniens, y travaillent. Recrutés localement, ces employés agissent en tant qu'enseignants, médecins ou travailleurs sociaux. En 1993, une question s'est posée, puisque à la suite des accords d'Oslo, l'existence de l'UNRWA a fait l'objet d'un débat animé entre les Palestiniens et les Israéliens.
Pourquoi? Parce que les Israéliens souhaitaient la fin du mandat de cet office, puisqu'une autorité palestinienne devait être instituée pour représenter le peuple palestinien. Donc, pour les Israéliens, l'institution, l'UNRWA, n'avait plus de raison d'être. En revanche, pour les dirigeants palestiniens, eux, eh bien, la fin du mandat de l'UNRWA devait dépendre de la conclusion d'un accord relatif aux réfugiés. Donc, il y a eu une mésentente sur le sujet. En tout cas, d'après les listes statistiques de l'Office, on comptait en 62 plus d'1 million de réfugiés inscrits et répartis dans 4 pays. Il y en avait 640 000 en Jordanie, il y en avait 140 000 au Liban, il y en avait 120 000 en Syrie et près de 270 000 à Gaza. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près 4 millions de réfugiés palestiniens qui sont enregistrés sur les listes de l'UNRWA. Leur nombre a donc quadruplé. Parmi les critiques qui sont adressées à l'UNRWA, eh bien, il lui a été souvent reproché d'institutionnaliser le problème des réfugiés et donc de faciliter l'instrumentalisation par les pays arabes et par l'OLP, instrumentalisation des réfugiés. Il lui a également été reproché de s'auto-perpétuer en générant la dépendance socio-économique des réfugiés et donc de les priver de tout espoir de réintégration. Voilà parmi les critiques que l'on peut adresser à l'UNRWA. Il y en a bien sûr bien d'autres. Voyons le cas de l'Assemblée générale, qui est quand même un organe majeur avec le Conseil de sécurité aux Nations Unies. Voyons le cas de l'Assemblée générale, comment elle a traité la question israélo-arabe. L'Assemblée générale, elle est composée de tous les États membres des Nations Unies et elle constitue donc l'un de ses organes principaux. Les États y sont représentés sur la base de l'égalité souveraine, c'est-à-dire un État, une voix. Organisant la vie internationale, ce principe de droit, un État, une voix, signifie que les États donc, ont un droit égal dans l'appréciation des situations qui les concernent. En 1955, à la suite de la mort de Staline, eh bien, l'admission de nouveaux États a dessiné le contour d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée générale. La conséquence, c'est que l'AG, l'Assemblée générale, s'est progressivement transformée en un grand forum de la décolonisation. C'est pourquoi le développement du tiers-monde pendant les années 60 est devenu la priorité de l'organisation. Et cela, bien sûr, a une conséquence sur le traitement du conflit israélo-arabe. Dominé au fil des années par ces États du tiers-monde et par les États arabes qui sont regroupés depuis 1969 au sein d'une organisation de la conférence islamique, eh bien, l'Assemblée générale a mis en avant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un principe de droit international qui constitue l'un des fondements de la Charte des Nations Unies. Ce principe venait d'ailleurs d'être réaffirmé dans le pacte international sur les droits civils et politiques et dans le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux en 1966. De ce fait, considéré comme une puissance occupante et colonisatrice depuis la guerre de 1967, Israël a forcément subi les foudres de la majorité des pays membres de l'AG. Et donc l'Assemblée générale n'a jamais manqué l'occasion de rappeler son soutien à l'OLP et d'accroître par conséquent le rayonnement international de cette organisation. Voici une petite liste des résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale pour soutenir l'OLP. Alors je vais vous la citer. Il y a la résolution 2787 du 6 décembre 1971 sur la réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination. Il y a la résolution 3210 du 14 octobre 1974 pour inviter l'OLP aux délibérations de l'Assemblée générale.
il y a la résolution 3236 du 22 novembre 1974 sur les droits inaliénables des Palestiniens, résolution 3375 du 10 novembre 1975 pour inviter l'OLP à participer aux efforts pour la paix au Moyen-Orient, résolution 3376 de novembre 1975 sur les droits inaliénables du peuple palestinien, résolution 3240 du 2 décembre 1977 sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, résolution 3465 du 29 novembre 1979 sur la réalisation des droits des Palestiniens, résolution 3490 du 12 décembre 1979 sur le rapport du comité chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme des Palestiniens, résolution 3670 du 4 décembre 1981 sur l'assistance au peuple palestinien, résolution 3673 du 4 décembre 1981 sur les conditions de vie des Palestiniens, résolution 36226 du 17 décembre 1981 sur le soutien apporté aux Palestiniens dans leur lutte contre l'agression et l'occupation israélienne. Voilà une petite liste donc de résolutions adoptées par l'Assemblée générale pour soutenir l'OLP. Bien sûr, la cause palestinienne a constitué et constitue toujours un véritable vecteur d'unité des États du tiers-monde et de la Ligue arabe. Le représentant israélien aux Nations Unies, qui était Abba Eban, a expliqué à ce sujet comment les dirigeants arabes ont modifié à cette époque la représentation du conflit au sein de l'Assemblée générale. Et ça, c'est très intéressant. Il explique qu'aux yeux de la communauté internationale, le conflit ne devait plus être représenté entre la nation juive et les pays arabes. Pourquoi ? Parce qu'une certaine sympathie pouvait alors être accordée à Israël, qui ne pouvait comparer aucunement son territoire à la vaste étendue du monde arabe. La lutte devait par conséquent opposer Israël aux Arabes de Palestine pour modifier la perspective du conflit. Dans cette nouvelle optique, en fait, la représentation qui place Israël dans une position de vulnérabilité s'inverse. Et on peut envisager la nation juive comme une puissance occupante bien établie, alors que les Palestiniens apparaissent pour leur part insatisfaits et spoliés. C'est comme ça qu'on est passé du conflit israélo-arabe au conflit uniquement israélo-palestinien. Et ce nouvel angle d'analyse, finalement, a considérablement joué en faveur des Palestiniens, qui ont d'ailleurs toujours été instrumentalisés par les gouvernements arabes. Et Israël a été transformé, finalement, de David en Goliath. Voilà, ça c'est un point très intéressant qui est développé par Abba Eban, comment on a vraiment limité le conflit israélo-arabe au simple conflit israélo-palestinien pour qu'Israël apparaisse comme une puissance dominante et colonisatrice et non plus comme un État attaqué par les autres pays arabes. Alors Shmuel Trigano d'ailleurs explique que le peuple en danger, les Arabes de Palestine qui sont devenus peuple palestinien après la Nakba, est désormais considéré comme un sujet christique victimaire. Et donc, il y a eu un renversement des valeurs. Il a expliqué que plus les Juifs sont exaltés en tant que victimes, plus ils sont exclus comme peuple réel. Et plus les Palestiniens sont appréhendés comme leurs victimes, plus ils sont confirmés comme peuple autochtone, historique et politique. Donc, les Juifs qui étaient victimes pendant la Shoah sont devenus des bourreaux, finalement, quand l'État d'Israël est né. Et leurs victimes sont les Palestiniens, avec le mythe fondateur de la Nakba, mythe fondateur du mouvement palestinien en 1948.
Et bien sûr, c'est dans ce contexte, dans les années 70, quand il y a eu après cette inversion, modification de la perception du conflit israélo-arabe, eh bien que Yasser Arafat est accueilli triomphalement par l'Assemblée générale qui octroie à son organisation le statut d'observateur aux Nations unies. Et ça, c'est la résolution 3237 du 22 novembre 1974. Ce statut confère au mouvement de libération le droit d'assister et de s'exprimer aux réunions de l'Assemblée générale. Il leur permet aussi, et ça c'est très important, de recevoir une aide de la communauté internationale et le droit à la protection des personnes civiles qui est prévu par la 4e Convention de Genève de 1949. Alors bien sûr, l'invitation de l'OLP à prendre part au débat de l'Assemblée générale n'a pas du tout été saluée par tous les membres de l'organisation. Sans doute, le représentant israélien a manifesté son opposition dans une lettre qu'il a adressée au secrétaire général de l'ONU. Dans cette lettre, il invoque le fait que les chapitres 2 et 4 de la charte, qui sont relatifs aux membres de l'organisation et à l'Assemblée générale, ne prévoient aucunement que des mouvements tels que l'OLP puissent participer au débat des Nations unies. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'OLP bénéficiait d'un traitement très favorable et qu'elle était conviée à toutes les séances de l'Assemblée générale qui portaient sur le Proche-Orient. Et ça, c'est la résolution 3237, toujours de novembre 1974. Donc, pendant que l'OLP voit sa cote de popularité internationale grimper, l'État d'Israël, à contrario, voit le fondement et la légitimité même de son existence remis en question. Et d'ailleurs, l'Assemblée générale a voté une résolution destinée à assimiler le sionisme à une forme de racisme. Elle a adopté cette résolution en 1975, novembre 1975. C'est la résolution 3379, résolution qui s'inscrit bien sûr dans le cadre d'une campagne anti-israélienne qui avait été conduite par l'URSS et de nombreux pays arabes. C'est seulement à la fin de la guerre froide que l'Assemblée générale a décidé de révoquer cette résolution en décembre 1991 lorsqu'elle a adopté la résolution 4686. Évidemment, les États-Unis qui étaient opposés à l'URSS ne pouvaient pour le coup que fustiger leur politique sélective de délégitimation des mouvements de libération de l'Assemblée générale, comme celle, bien sûr, ils étaient opposés à la politique de la Commission des droits de l'homme des Nations unies. La Commission des droits de l'homme, on va en dire un mot parce qu'elle est importante. Cette commission des droits de l'homme, elle était composée de 53 États et elle a été l'un des principaux organes de l'ONU destinés à élaborer des projets internationaux donc, sur les droits de l'homme et à enquêter sur leurs violations. L'intégration aussi dans cet organe des pays du tiers-monde l'a amené bien sûr à se focaliser sur des sujets relatifs aux discriminations raciales, au colonialisme, à l'apartheid en Afrique du Sud et bien sûr à l'occupation israélienne. Du point de vue des États-Unis, cette commission des droits de l'homme a suivi finalement le même chemin que l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'elle est devenue une arène politique peu objective puisqu'elle est exclusivement engagée pour la cause des États du tiers-monde. Critique que l'on peut partager puisque l'intégration de nombreux pays peu respectueux des droits de l'homme au sein de la Commission a contribué à lui ôter toute crédibilité. C'est comme ça qu'en 2003, l'accession de la Libye
du colonel Kadhafi à sa présidence lui a porté un coup fatal et a conduit à la création du Conseil des droits de l'homme le 15 mars 2006. Donc la commission est enterrée, elle donne naissance au Conseil des droits de l'homme en 2006. Ce conseil est composé de 47 pays dont la mission consiste à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme. Cet organe, bien sûr, a suscité de nombreux espoirs. Cependant, il ne s'est pas révélé plus impartial à l'égard d'Israël que l'ancienne commission. Je vais d'ailleurs vous citer la déclaration de Hillel Neuer, qui est directeur de l'ONG UN Watch. Voici ce qu'il a déclaré à la tribune du Conseil des droits de l'homme le 4 janvier 2008. Les défenseurs de ceux qui lancent des missiles depuis des écoles nous convoquent afin de condamner Israël pour ses violations du droit international humanitaire, alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes qui méprisent, tant dans leurs discours que dans leurs actes, les fondements mêmes de ces lois. Considérons un instant ceux qui sont à l'origine de la tenue de cette session, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Syrie. Ces pays viennent encore une fois d'être classés dans la pire catégorie, les États dits non libres, du classement établi par la Freedom House dans son rapport annuel. S'agit-il des mêmes pays qui se disent arbitres des droits de l'homme ? Voilà. C'est la déclaration de Hillel Neuer qui effectivement pousse à la réflexion. Alors bien sûr, la question des territoires occupés par Israël depuis 1967 a animé de nombreuses sessions à l'Assemblée générale. Lié à la question de la souveraineté, le principe d'intégrité territoriale est envisagé comme un moyen juridique pour compenser l'ardeur des peuples à agrandir leur territoire. Donc en fait, le droit international s'efforce de trouver une solution aux revendications territoriales qui sont à l'origine de nombreux conflits, en interdisant l'acquisition des territoires par la force. C'est à ce titre que la résolution 3120 de l'Assemblée générale a affirmé en novembre 1976 qu'une paix juste et durable est tributaire d'une solution juste aux problèmes en Palestine, fondée sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Position qu'elle a réaffirmée dans la résolution 3220 du 25 novembre 1977, qui affirme qu'une paix juste et durable au Moyen-Orient ne peut être réalisée à moins qu'Israël ne se retire de tous les territoires arabes occupés depuis 1967. Et la qualification, ça c'est important, par les Nations Unies du terme territoire occupé, finalement, c'est précisé en octobre 1977. C'est dans une résolution, la 32.5, que l'Assemblée générale a vraiment choisi l'appellation territoire palestinien occupé et autres territoires arabes occupés. Pourquoi ? Parce que l'État d'Israël avait aussi bien conquis 10 ans auparavant la Cisjordanie et Gaza, qui sont les territoires palestiniens, que le Golan et le Sinaï, qui étaient territoires syriens pour l'un et égyptiens pour l'autre. Alors après le retrait des troupes israéliennes du Sinaï en échange de la paix en 1979, l'Assemblée générale a renouvelé en 1980 sa demande auprès d'Israël afin qu'Israël se retire complètement et inconditionnellement de tous les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis juin 1967, y compris Jérusalem. L'Assemblée générale a bien sûr condamné la persistance d'Israël à modifier l'organisation institutionnelle
et le statut juridique des hauteurs arabes syriennes du Golan. Et à l'initiative des États non alignés, des États du tiers-monde, la condamnation a été renouvelée le 17 décembre 1981 pour déclarer illégale une loi israélienne qui est destinée à l'appropriation formelle des hauteurs du Golan. Alors voyons maintenant le cas du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, pour sa part, est un organe décisionnaire des Nations Unies et au sein duquel on trouve 5 grandes puissances. Ces 5 grandes puissances ont un droit de veto, alors que l'Assemblée générale n'a qu'un pouvoir de recommandation. Le Conseil de sécurité a aussi adopté une politique différente à l'égard d'Israël que l'Assemblée générale. On peut rappeler que c'est sur l'initiative du président Roosevelt que l'idée d'un directoire des grandes puissances ayant le droit et le devoir de faire respecter les obligations de la charte avait été adoptée. L'objectif premier du Conseil de sécurité, qui est défini à l'article 24 de la charte de l'ONU, concerne la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. En pleine guerre froide, sa mission était parfois difficilement réalisable et le Conseil de sécurité était là, à ce moment-là, aussi le reflet des tensions qui animaient le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et tout comme l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité a pu se transformer en un instrument dont les États usent pour assurer leurs intérêts. Toutefois, pour contrebalancer l'hostilité des groupes du bloc de l'Est à l'égard d'Israël, les États-Unis ont utilisé à de nombreuses reprises entre 1972 et 1990 leur droit de veto aux réunions du Conseil. Le veto américain utilisé pour appuyer Israël pendant la guerre froide concerne les résolutions suivantes. Et je vais vous lire les résolutions. Donc, la résolution 107-84 du 10 septembre 72, résolution 109-74 du 26 juillet 73, résolution 118-98 du 8 décembre 75, résolution 119-40 du 26 janvier 76, résolution 120-22 du 25 mars 76, résolution 121-19 du 29 juin 76, résolution 139-11 d'avril 80, résolution 148-32 du 20 janvier 82, résolution 149-43 d'avril 82, résolution 149-85 du 20 avril 82, résolution 115-85 de juin 82, résolution 152-5 de juin 82, résolution 153-47 d'août 82, résolution 158-95 d'août 83, résolution 167-32 de septembre 84, résolution 17000 du 12 mars 85, résolution 174-59 du 13 septembre 85, résolution 177-30 de janvier 86, résolution 177-69 de janvier 86, résolution 177-96 de février 86, 194-34 de janvier 88, 194-66 de février 88, 197-80 d'avril 88, 198-68 de mai 88, 203-22 du 14 septembre 88, 204-63 du 17 février 89, 206-77 de juin 89, résolution 209-45 de novembre 89,
Et pour finir, résolution 213-26 de mai 90. Alors toutes les résolutions qui sont citées sont également en pièces jointes, en documents joints au cours. Donc on voit que le veto effectivement américain a été utilisé un certain nombre de fois pour appuyer Israël. Et ce dispositif devait donc remédier aux défaillances du système juridique de sécurité collective qui avait été expérimenté sous la Société des Nations. Mais les rivalités entre Américains et Soviétiques ont paralysé fréquemment le Conseil de sécurité, en raison de cette forte utilisation du veto. Pendant la guerre froide, le secrétaire d'État américain, Dean Acheson, avait d'ailleurs été à l'origine d'une initiative à l'Assemblée générale pour contourner la paralysie du Conseil de sécurité. Son argument reposait sur le fait que le Conseil de sécurité manquait à ses responsabilités et qu'il revenait par conséquent à l'Assemblée générale de se substituer à lui pour remplir les obligations de l'organisation en matière de maintien de la paix. Et donc en adoptant la résolution Acheson pendant la guerre de Corée en 1950, l'Assemblée générale s'est dotée de la capacité d'adopter des mesures internationales si le Conseil de sécurité n'y parvenait pas en raison du vote négatif de l'un de ses membres. Cette résolution avait d'ailleurs été appliquée en 1956, la résolution Acheson, lors de la crise du canal de Suez, et en 1980, lors de l'invasion de l'URSS en Afghanistan, et en 1981 et 2 pour exiger le retrait d'Israël des territoires arabes occupés. En définitive, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité des Nations Unies dépend du consentement des États. Pendant la guerre froide, les carences de l'ONU ont été imputables aux oppositions qui scindaient alors le Conseil de sécurité entre soviétiques et américains, englués dans des conflits qui reflètent aussi bien les tensions de la guerre froide que les aspirations des peuples décolonisés. Les Nations Unies ne sont jamais parvenues à la signature de traités de paix entre Israël et ses voisins arabes. C'est sous la direction des États-Unis, on peut le rappeler, que l'Égypte et Israël sont parvenus à la paix en 1979, et c'est à nouveau sous la gouverne américaine que le Liban et Israël sont arrivés à la conclusion d'un accord en 1983, on en a parlé en début de ce cours. La force des négociateurs américains résidait dans leur capacité à instaurer des négociations directes entre États arabes et israéliens. Une préoccupation qui est restée bien étrangère à l'Assemblée générale, pour laquelle seul le peuple palestinien suscitait un réel intérêt. Et on a cité un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale à ce sujet. L'AG a d'ailleurs rejeté en décembre 1981 tous les accords partiels ou traités séparés bafouant les droits reconnus du peuple palestinien. Résolution 36-226. Sous l'influence grandissante de la Ligue des États arabes, l'Assemblée générale, finalement, a contribué à tronquer la perception du conflit israélo-arabe en faisant du problème palestinien l'élément central du conflit, alors qu'il n'était et qu'il n'est qu'une désastreuse conséquence. C'est le refus de reconnaître l'existence et la légitimité de l'État d'Israël qui est la véritable cause de ce conflit israélo-arabe. Alors, au lendemain de la guerre froide, à l'aube des années 90, les États-Unis ont continué à favoriser les négociations entre Palestiniens, Arabes et Israéliens en instaurant un processus de paix inédit au détriment d'un rôle plus actif de l'ONU. Et c'est ce que nous verrons au prochain cours.